Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'honneur m'échoit. Et en toute humilité, je suis très honoré d'être le modérateur de cette rencontre littéraire de ce soir. Évidemment, vous n'êtes pas là pour moi, sinon je ne me serais pas endimanché autant. On est là pour quelqu'un de plus grand que moi. On est là pour quelqu'un qui nous a précédés sur ce terrain de l'écriture. Et on est là pour saluer le prix qu'il a dû payer, ce que ça a dû lui coûter. Pour certains, moi en particulier, j'ai la chance de le connaître depuis très longtemps. Je crois qu'on se connaît depuis minimum 25 ans. J'avais toujours ma taille. Voilà. Donc on est là pour Vénuste Kaimahe, que je vais vous demander d'applaudir et que je vais, dans ces applaudissements, convier à me rejoindre ici sur scène. S'il te plaît, cher Vénuste. Je vais essayer de me percher à ton vocabulaire. Cet Auguste Agora est là pour t'honorer et pour te saluer. Encore une fois, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Vénuste Kaimahe, qu'on ne présente quasi plus, surtout quand il est question de littérature. Voilà. On va te rendre un hommage comme il se doit, mais avant ça, on va peut-être démonter quelques mensonges, notamment concernant ton âge. Il prétend qu'il a 74 ans, qu'il est né à Nyaruguru en 1950. Je vais te demander de te lever. Regardez-moi ce monsieur du haut de ses 74 ans. Merci infiniment, cher Vénuste. Ça fait très plaisir de te voir les porter d'une manière aussi pimpante. Surtout quand on sait que la vie ne l'a pas tout le temps souhaité. Donc, tu es natif de Nyaruguru, une région, pour le dire pudiquement, ce n'est pas surprenant de célébrer des talents artistiques, des sommités culturelles venant de Nyaruguru, parce que Nyaruguru c'est considéré comme le berceau quelque part culturel du Rwanda. Je rappelle à l'audience que Nyaruguru, c'est de là que sont originaires un certain Munzenze, père d'un certain Senore, grand-père d'un certain Massamba. Nyaruguru, c'est le lieu, la même commune de Runyinya qui a vu naître un certain Rurangwa Jean-Marie Vianney, dont on doit beaucoup de livres et qu'on profite aussi de saluer. Donc, de venir de là-bas et d'être écrivain, je suis tenté de dire que ce n'est pas si surprenant que ça. Et pourtant, ça l'est. L'écriture, tu la choisis pas, elle te choisit par un cheminement dont seul le destin a le secret. Tu as commencé en lisant beaucoup, tu as fait tes écoles primaires toujours à Nyaruguru vers Kagarama, hein? Ngarama, Karama, j'ai fait du travail, hein? Vers Karama, tu termines tes études primaires, donc tu es orienté au petit séminaire de Savé, qui était à ce moment-là encore à Savé avant de déménager vers Karuanda à Butare. Et là, tu fais jusqu'en 4e année, et là tu vas bifurquer pour des raisons plus ou moins indépendantes de ta volonté, pour le dire pudiquement. Et voilà. Et plus tard, tu vas recommencer des études qui vont te mener vers la section normale. C'est ça? Plutôt enseignant comme carrière plus ou moins dessinée. Et là, encore une fois, tu vas bifurquer, je veux le dire toujours pudiquement, pour des raisons indépendantes de ta volonté, mais qu'on peut subodorer. Donc, tu vas interrompre ta scolarité pour te retrouver en train de chercher des boulots ça et là, et tu vas atterrir à Kigali. Et du coup, tu vas rester quasi toute ta vie professionnelle durant, à 80% au Centre culturel français, c'est ça, de Kigali. Et tu vas atterrir à Gikondo, où tu vas rester de plus ou moins 1975 jusque vers 1994, c'est ça? Plus ou moins. Et pendant tout ce temps-là, tu auras travaillé quasi uniquement qu'au Centre culturel français. Et là,
la période en amont du génocide et particulièrement pendant ce moment paroxystique, ça veut dire vers janvier-février 94, avec l'assassinat de Boutiana et de Gatabazi, le quartier de Gikondo va être vraiment celui qui va s'embraser en premier, déjà en amont du génocide, suite aux 2 assassinats. Et là, ta famille va en payer un prix, qui va notamment consister à l'exfiltration de ton quartier pour aller vers le centre culturel français. Je dis tout ça pour savoir qu'en fait, quand le génocide éclate, la famille, donc Vénuste et sa famille, ne vivent plus dans le quartier de Gikondo, mais ça fait 2 mois qu'ils vivent sans matelas, quasi à même le sol, dans la salle du centre culturel français de Kigali qui a été rasée. Et comme par hasard, la journée du 6 avril, les autorités du Centre culturel français de Kigali t'ordonnent de déguerpir. C'est comme ça, hein, en fait, pour le dire crûment, de déguerpir du centre. Et on est le 6 avril. Et jusque-là, tu n'as jamais pu faire le lien entre ce jour et ce qui va advenir dans la soirée du même jour. Et c'est comme ça que quand tu es au Centre culturel français de Kigali, en train de faire ton boulot comme à l'accoutumée, sachant que tu travailles sur un lieu qui est devenu ton domicile depuis plus ou moins 2 mois, tu loupes, tu n'apprends pas en même temps que les autres que l'avion du président Habyarimana vient d'être abattu. Donc le génocide commence littéralement pendant que toi, tu es en train de faire ton boulot, ça veut dire d'ouvrir la salle et de laisser le public visionner un match de la CAN. C'est ça ? Et c'est au sortir de ce match de football que, naïvement, un passant va te dire et t'informer de ce qui venait de se passer. Et là, dans la foulée, tu décides plus ou moins de vous départager, quelques enfants qui vont chez le petit frère Nyakabanda ou Kimisagara et d'autres qui vont rester avec toi. Et grosso modo, tu vas rester pendant la brève durée du génocide qui t'a trouvé sur Kigali. Ça veut dire du 6 à plus ou moins le 12 avril, tu vas rester, toi, madame, et 2 enfants. Tandis que les autres ont été éparpillés ça et là, et au sortir du génocide, il en manquera une à qui on rend hommage aujourd'hui. Et ce récit, si vous le voulez en détail, vous le trouverez dans le premier ouvrage que Vénuste Kaimahe a écrit qui s'appelle France-Rwanda, les coulisses d'un génocide. Du génocide, pardon. C'était un livre, donc, plutôt sous forme de récit, pas encore de roman, de la part de quelqu'un qui a toujours eu envie, plus ou moins, de écrire, et qui avait écrit, mais plus par distraction, et qui a attendu le moment d'après le génocide, en fait, comme pour la plupart des plumes rwandaises parmi les plus réputées. Je le dis peut-être avec toute la maladresse d'usage, c'est le génocide, en grande partie, qui les a et qui nous a révélés. Donc c'est au sortir de ce drame, pour le dire pudiquement, qu'est le génocide, que tu vas rencontrer l'équipe de Festafrika, à laquelle on rend hommage, Dr Koulsi Lamko notamment, Boris Boubacar Diop, entre autres, et le porteur du projet, en la personne de Noki Djedanoum, dans le cadre de Festafrika, organisé, sponsorisé par la Fondation de France, Paradoxe des Paradoxes, Fondation de France, qui a été fondée par Danielle Mitterrand, la femme du fameux. Voilà. Il va pas gâcher notre soirée ce soir. Donc voilà. Et donc du coup, eux, ils te proposent et tu sautes sur l'occasion et dans la foulée, tu obtiens une bourse d'écriture pendant laquelle tu vas rester 3 mois à Boutaré et au sortir de ces 3 mois, tu nous arrives, tu nous arrives et tu nous offres le premier livre France-Rwanda, les coulisses du génocide. Jusque-là, c'est un récit témoignage. Témoignage pendant lequel tu reviens sur la manière dont Vénuste, il a été exfiltré par les soldats belges de Kigali, parce que les soldats français d'Amaryllis avaient refusé, parce qu'entre-temps, Vénuste au téléphone, il arrivait à témoigner aux médias internationaux et particulièrement Radio France Internationale de ce qui était
en train de se passer. À un certain moment, tu témoignes même de la manière dont les militaires français, au moment de déguerpir, de partir, ils sont en train de piller, de saccager le centre culturel français. Tu le dis quasi en live. Donc, Vénuste Passage, il devient la bête noire des officiels français, notamment, plus particulièrement à l'ambassade. Il est quasi témoin oculaire de toutes les tractations pendant la formation du gouvernement intérimaire qui se font donc à l'ambassade de France à Kigali. Donc il devient un élément gênant alors que toute sa vie durant, il avait travaillé que pour, entre guillemets, les Français. Et donc les Belges, quand ils arrivent au centre culturel français, eux, ils acceptent de t'exfiltrer avec ta famille. Et arrivés sur Nairobi, les officiels de l'ambassade vont faire croire à Vénuste qu'ils ont trouvé les passeports et laissés-passer pour l'évacuer vers la France, et ils vont littéralement le kidnapper. Ils vont le prendre parmi les autres, l'exfiltrer et le kidnapper, le faire sortir de l'aéroport, et pendant les mois qui vont suivre, il n'entendra plus parler. On va lui dire littéralement, vous, l'évacuation vers la France, il n'en est plus question. C'est comme ça qu'il va passer quelque temps à Nairobi, et puis, dans la foulée, revenir au Rwanda, et paradoxe encore une fois, rebosser pour le centre culturel français, tout ça pour comprendre ce que ça peut avoir coûté. Voilà, ça c'était pour le premier récit, témoignage. Et aujourd'hui on est là, plus pour la chanson de l'aube, un roman. D'autres écrivains, parmi les plus en vue en ce moment, je vais citer une certaine Beata Omobié-Imerès, a fait le cheminement inverse. Elle est plutôt partie des romans pour très récemment atterrir sur un récit à la première personne du singulier. Le titre, je crois, c'est le convoi, c'est ça. Et toi, tu as décidé de faire le cheminement inverse, décidé avec tous les guillemets d'usage. Était-ce délibéré dès le départ? Comment s'est passée la démarche en fait? De passer du récit, témoignage, de dire ce que j'ai à dire, ça ne suffit plus de le dire par des témoignages. Je vais passer au roman. Merci à Tom pour toute cette longue introduction. Je ne m'attendais pas à ce que tu déroules tout ça, même s'il y a des choses que tu ne viens pas de dire non plus. Bon, si je passe directement à ta question, le témoignage, c'est quelque chose qui me démangeait et je l'ai fait très vite parce que j'avais une occasion d'écrire là-dessus. C'est des choses qui me démangeaient parce que j'avais été témoin de pas mal de choses qui n'étaient pas correctes que faisait la France, mais en même temps, c'était aussi pour témoigner pour ma famille et également pour toutes les victimes du génocide. Une fois que cet épisode a été fait, je me dis, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, donc je n'ai plus rien à dire. Mais quelque temps après, j'ai commencé à me sentir mal. Me sentir mal parce que je voyais des témoignages, je voyais les gens qui avaient subi le génocide, je voyais les gens qui avaient arrêté le génocide, et je sentais que je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise sur ce qui se disait, sur ce qui se faisait. Je trouvais que ce n'était pas juste, il n'y avait pas justice. Il n'y avait pas justice, surtout que beaucoup de choses, malgré les témoignages qui étaient faits pendant les commémorations. Les gens remerciaient les Ingotagni, les gens beaucoup remerciaient Dieu d'ailleurs, et moi je trouvais qu'il n'y avait pas assez de remerciements, il n'y avait pas assez de clarté sur ce qui s'est passé et sur les interventions par exemple du FPR. Parce que on pouvait épiloguer toujours sur nos souffrances, sur ce qui nous était arrivé, mais pourquoi est-ce qu'on ne pensait pas à ces jeunes gens qui se sont battus pendant 3 mois, sans compter ce qui s'était passé auparavant, les années précédentes de 90, d'octobre 90 jusqu'au début du génocide.
mais disons les derniers mois, les mois du génocide. On pensait qu'on avait eu des héros, des gens qui s'étaient donnés corps et âme pour nous sauver, pour sauver la patrie. Mais ça s'arrêtait là. On les considérait comme des surhommes. On ne voyait pas la dimension humaine de leurs actes et de leurs sacrifices. Et c'est surtout ça que moi j'ai voulu mettre dans ce livre, indiquer comment voir des gens qui se sont battus contre le génocide. Pendant 3 mois, ils ont sauvé des milliers de gens, mais ils ont vu la mort d'1 million et plus d'autres qu'ils voulaient sauver et qu'ils ne sont pas arrivés à sauver. Est-ce qu'on s'est imaginé ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu pendant tout ce temps-là, la douleur qu'ils ont eue? Car ce sont des humains. Les gens les prenaient pour des surhommes. C'était des humains, avec des sentiments, avec de l'amour, avec de la pitié. Donc, ils ont beaucoup plus souffert même que, si je peux dire, que les survivants. Parce qu'eux, ils ont vu beaucoup plus que les survivants ont vu. Les survivants, ils ont vu juste les assassins qui venaient, qui les tuaient ou qui tuaient les leurs, mais les autres, dans un petit coin où ils étaient. Mais les autres, ils ont parcouru tout le pays. Ils ont vu tout le génocide, toutes les tortures, toutes ces mamans qui étaient violées, qui étaient empalées, tout ça. Et là, c'était des êtres brisés, mais qui continuaient malgré ça à lutter, à se battre pour sauver d'autres gens et au péril de leur vie. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à écrire ce livre. C'était ce sentiment que j'ai ressenti juste après le premier livre, qui me faisait mal. J'avais mal. Et puis, je ne savais pas ce que je devais faire. Et c'est un soir de commémoration que j'ai compris ce qu'il me fallait faire. Et à partir de là, bien sûr, le livre que vous allez lire, ou que vous avez lu, il ne parle pas que des FPR, pas que des Imotani. Il parle aussi des rescapés. Parce que il parle de beaucoup de gens. Parce que les soldats de la Perse qui se battaient contre un autre ennemi. Un ennemi, donc les phares, les génocidaires. Donc, on ne peut pas parler de cette lutte-là sans évoquer aussi les génocidaires. En évoquant les génocidaires, tu ne peux pas les évoquer sans parler aussi de leurs victimes. Et en parlant des victimes, tu ne peux pas ne pas parler de leur vie, de leur quotidien avant le génocide et pendant le génocide. Tu ne peux pas ignorer que c'était des êtres normaux comme tout le monde, même s'ils étaient qualifiés de bestioles, d'ignésis, mais c'était des êtres normaux, des gens normaux, qui avaient une vie normale, qui essayaient de vivre comme il faut, qui essayaient de faire vivre leur famille. Et en parlant de ces familles, de ces êtres-là, tu ne peux pas ignorer non plus que c'était des gens qui avaient de l'amour pour les leurs, de l'amour en couple, de l'amour pour les familles, de l'amour pour les foyers, de l'amour pour les leurs. C'est pour ça que dans le livre, il y a tout ça amalgamé pour compléter cette histoire de ce que je voulais dire, ce que je voulais écrire sur le FPR et sur nos victimes. Évidemment, il y a aussi une question de justice après, parce que le livre est divisé en 3 parties. Il y a l'avant-génocide, il y a pendant le génocide, il y a l'après-génocide. Et pour ce qui est de l'avant, évidemment, on évoque l'histoire du pays, l'histoire du Rwanda. Quand cette histoire, quand ce qui a été appelé génocide après, n'était pas en vue. Quand le Rwanda était un pays paisible, avec des citoyens paisibles, des gens qui s'aimaient, qui s'admiraient, qui se complétaient, qui s'entraidaient. Il n'y avait pas de guerre. Quand il y avait une guerre, c'était une guerre externe, c'était pas une guerre interne qui démolissait la population même. Donc ça, c'est un volet qui devait également être évoqué. Merci beaucoup. En fait, tu prends l'initiative d'écrire ce roman en fait dans une posture de réparer ou de rendre justice déjà au Rwanda,
qui avait l'air de rester cantonné dans son histoire de 94, alors que avant 94, le Rwanda avait une histoire. Et c'est comme ça que d'entrée de jeu, de manière surprenante, nous entrons sur une scène longtemps avant 94, nous entrons à la cour du roi Mibambré. Il est très important, ai-je remarqué, particulièrement quand c'est écrit par des gens de ta génération, de commencer par cette autre partie de l'histoire du Rwanda qui a précédé le pire en fait. Pour ma génération, à moi, on s'en embarrasse pas tant que ça, parce qu'on ne connaît que ça, limite. On ne connaît pas ce qui a précédé. Ce Rwanda paisible, du lait et du miel, on ne le connaît pas tant que ça, sinon par vous. Pourquoi est-ce si important de commencer justement par rendre justice au pays en lui-même? Tout d'abord, je vous dis, il faut vous en embarrasser les jeunes. Il faut vraiment savoir que c'est un volet de l'histoire de votre pays et qui peut vous aider à continuer à l'édifier. J'allais dire le ressusciter, il est déjà ressuscité. Des combattants l'ont ressuscité, des autorités l'ont ressuscité après le génocide, mais vous devez continuer ce travail. Et le continuer, il faut d'abord déjà comprendre ce que c'était votre pays auparavant. Tu dis, vous l'avez connu, non? Moi, j'ai pas connu un Rwanda de lait et de miel, même si je suis né en 1950. Parce que c'était pendant la colonisation, c'était au moment où les Rwandais n'avaient plus de liberté, au moment où les autorités rwandaises n'avaient pas une autorité sur le pays, où ils étaient quasiment, je ne vais pas dire que c'était des supplétifs de l'autorité coloniale, mais ils n'avaient aucune autorité sur le pays. L'autorité, c'était à cette époque-là de mon enfance, et même avant, c'était les Belges, c'était la colonisation, et c'était l'Église catholique. Ça, tout le monde le sait. Et c'est eux qui avaient brisé ce pays justement de lait et de miel à leur arrivée vers 1900 ou 1885, etc. Donc, mais le Rwanda de lait et de miel, on le connaissait. On le connaissait par la tradition, par les contes, par ce que nous racontaient nos parents, nos grands-parents, même nos voisins. Ils parlaient du Rwanda. Et ce n'était pas une légende. On le sentait bien que c'était un pays. C'est un pays qui s'était forgé, qui existait et qui avait un pouvoir, qui avait une autorité, qui avait des coutumes, qui avait une religion, même si c'était pas déclaré comme une religion, qui avait des mœurs qui étaient respectables. Et le Rwanda, ce n'était pas non plus le Rwanda que décrivaient ces colons. Le Rwanda qui daterait, enfin le Rwanda, qui daterait pour eux, le pouvoir rwandais qui daterait peut-être de 1400. Non, c'est un Rwanda pluriséculaire, un Rwanda plus que millénaire. Donc il s'est construit depuis des milliers d'années, comme toutes les autres nations du monde. Ça, évidemment, les colons l'escamotaient. Ils ne voulaient pas que l'on soit des humains, que l'on soit des hommes, que l'on soit civilisé, que l'on sache s'organiser. Donc, vous devez le savoir, vous devez l'apprendre par les plus âgés, ceux qui écrivent. Et il y a quand même une documentation assez importante là-dessus, mais il faut savoir, il faut chercher à savoir, il faut lire, il faut demander. Il ne faut pas se dire le Rwanda, ça débute en 94 ou après le génocide ou pendant le génocide. Non, le Rwanda, c'est un Rwanda millénaire, plus que millénaire. Et donc, il faut vous informer, il faut essayer de comprendre ce qui fait le soubassement de cette nation et vous verrez que là, vous pourrez faire des miracles. Aujourd'hui, quelques miracles sont accomplis parce que ceux qui sont aux commandes du pays n'ont pas oublié ce Rwanda-là, n'ont pas oublié cette tradition, n'ont pas oublié la construction du Rwanda ancien. Et c'est pour ça qu'ils construisent maintenant le Rwanda sur des valeurs anciennes, ces valeurs qu'a nettoyé
de colons, mais qui n'ont pas disparu malgré tout, parce qu'il y a eu des pans qui sont restés dans le cœur, dans la tête des gens. Il y a des gens qui ont gardé toute cette histoire. Merci infiniment, cher Vénuste. Eh bien, figure-toi que j'ai fait comme toi. Ce soir, avant de rentrer dans les horreurs que tu vas décrire dans ton livre par la suite, notamment inspiré des faits réels, notamment qui se sont passés à Nyaruguru, j'ai fait comme toi, comme tu fais pour le Rwanda. Tu commences par un Rwanda d'avant les horreurs de 94. Et bien, Nyaruguru aussi, j'ai décidé de convier Nyaruguru d'avant les horreurs. Je vais demander à mes complices, pendant que je ne suis pas seul ce soir, pour servir ton texte. Nous sommes avec Gaël Faye, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, qui ne vient pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est moi le maître de cérémonie qui est là avec nous ce soir. Nous sommes avec Manziru Rugirangoga. Nous sommes avec Dominique Sélis. Nous sommes avec Fréa Declerc. Vraiment des plumes parmi les plus respectées, les plus en vue en ce moment, qui vont essayer de servir ton texte ce soir. Mais avant Gaël Faye, mesdames et messieurs, j'ai demandé à mes complices musiciens. Arnaud, s'il vous plaît. Arnaud et son camarade, de nous faire une petite introduction dans le Nyaruguru d'une certaine époque, la chanson qui rend hommage à Nyaruguru, cadeau pour toi, comme on dit, cher Vénuste. Merci infiniment. Voilà, ça c'était pour Nyaruguru, on les applaudit s'il vous plaît. Voilà, pour rappeler que ces lieux qui sont devenus des hauts lieux de cette histoire si basse qu'a été le génocide ont été aussi des berceaux de culture. Voilà, pour faire justice à un pays et à ces lieux. Je vais leur demander, pendant qu'ils sont là, pour rebondir sur ton titre, parce que la chanson de l'Aube, je lui ai demandé d'où lui est venue l'inspiration, et il m'a parlé d'une chanson que je suis parmi les rares à reconnaître. Je ne suis pas né de cette... Voilà, Susuruka, Sebanani, André et sa femme, parce que c'est une chanson qui revient sans cesse au cours du livre.
merci infiniment. Voilà, c'est la chanson par Sevanani André et sa femme. Sevanani André, talentueux musicien devant l'Éternel qui a été tué pendant le génocide de 94 contre les Tutsis. Voilà. C'est quoi le lien entre cette chanson et le titre? Je viens de dire que dans le livre, je parle d'amour. Parce que je dis, c'est inévitable de parler des humains qui sont tués en étant qualifiés de bestioles. Il fallait insister sur la dimension de l'amour entre eux. Et la chanson, là on a entendu le premier couplet, mais c'est une vraie chanson d'amour entre un couple. Un couple qui se dit tout l'amour qu'il se porte, et pour introduire l'amour dans mon bouquin, il fallait que je raconte une histoire d'amour. En racontant une histoire d'amour, ça m'a servi de support pour introduire justement cette histoire d'amour. Et parmi une histoire d'amour qui se joue entre un couple, et ce couple, ce sont les deux des principaux personnages du livre. Et une histoire d'amour, ça montre aussi ce que les sauvages qui ont massacré tous ces gens-là, ce qu'ils ont exterminé. Ils ont exterminé l'amour. Ils ont exterminé l'amour par les viols, par les assassinats, par les tortures des femmes, des vieilles et tout ça. Et ça les transformait plutôt, d'après eux, pour les tueurs, ça transformait ces victimes en bêtes sauvages qui ne méritaient pas de vivre. Donc, et normalement, on sait que si l'on vit l'amour, si l'on connaît l'amour, ça c'est une spécialité humaine, si je peux dire. Et aucune humanité ne peut vivre sans l'amour. Donc c'était pour insister sur cette humanité qu'ils ont détruite, et ça permettait de faire le cheminement et le lien avec le génocide et la conduite extrêmement condamnable des génocidaires. Voilà, tout à fait. Donc, Chanson de l'aube, un roman sur l'amour entre un homme, Lorient, et sa femme Mireille, un roman sur l'amitié entre Lorient et Angelo, mais un roman surtout pour réparer une forme d'injustice symbolique vis-à-vis des militaires de l'APR. Un roman pour les faire exister dans ce narratif où ils sont souvent absents, alors que, comme tu l'as si justement dit, ils en ont vu des choses, pour le dire pudiquement. Je vais demander à Gaël Faye de bien vouloir nous faire entrer justement par des extraits bien choisis. Et pendant qu'il se prépare, je vais bien vous demander de l'applaudir. C'est Gaël Faye quand même. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. L'éternité nous appartient. Certaines peurs imprègnent à saturation les créatures qu'elles assiègent, qu'on les perçoit à distance comme on sent la sueur des manutentionnaires lorsque se lève la brise sur les débarcadères. La frayeur de Mireille l'avait investie tout entière et avait l'odeur d'une panique ancrée en elle dès l'aube de l'humanité. Depuis 5 jours que Radio Rwanda déféquait à ras-bol ses invectives contre les agresseurs de la nation et leurs complices, elle avait perdu l'appétit et la foi en la vie. Sa tête s'était enténébrée et ses yeux ne reflétaient plus qu'un abîme de douleurs prémonitoires. Quelles angoisses donc remuaient en elle ces discours contre les Inyenzi et l'ennemi intérieur. À son âge, elle n'avait pas connu les affres de la révolution dans sa propre chair. Et les années de sa jeunesse ne furent pas les pires pour la sécurité physique des Tutsis, auxquels elle était affiliée par son ascendance. Mais cette révolution l'avait rendue orpheline. Son père, accusé d'intelligence avec les monarchistes exilés au Burundi, avait été fusillé à la sauvette dans la prison de Ruhengeri un matin de janvier 1968, à l'issue d'un procès à huis clos
expédié en une nuit. Elle avait 3 ans alors. 4 années plus tard, sa mère disparaissait dans l'incendie de leur case pendant qu'elle se trouvait chez sa tante paternelle. Incendie à l'évidence criminelle et dont le bourgmestre tint à éteindre l'enquête. C'était une femme modeste et digne. Ayant résisté au potentat de la commune qui s'acharnait à vouloir lui redonner le goût des caresses, ceux-ci n'avaient pas hésité à se venger d'avoir été éconduits sans le moindre égard. Longtemps, les ombres de ses parents partis trop tôt dans d'injustices, violences, hantèrent ses nuits d'enfant et d'adolescente. L'oncle qui l'avait recueillie était d'une affection sans limite. Il s'occupa d'elle autant que de ses propres enfants, et elle eut, à 16 ans, le pénible privilège d'apprendre de sa bouche la vérité sur la fin de ses géniteurs. Il lui raconta tout. L'incrimination infondée contre son père par des voisins jaloux de ses vaches, de sa propriété et de sa femme, la condamnation inique pour trahison, les harcèlements infligés à sa mère par les politicards locaux qui s'imaginaient avoir le droit de conquérir la place dans le lit de l'infortuné qu'il venait de livrer à l'opprobre ou du peloton d'exécution. « Tu vois, ma fille, » avait conclu son oncle, « la vie n'a pas été tendre avec les tiens. Il fallait que je te le dise un jour avant que tu saches ce qu'est l'univers dans lequel tu évolues. Heureusement, les choses ont changé aujourd'hui et hors quelques convulsions, on peut à nouveau rêver de quiétude et d'avenir. Surtout pour ceux qui, comme toi, sont jeunes et ont la chance d'accéder à l'instruction. » Mireille n'était pas dupe de ce discours. L'avenir que l'oncle prédisait s'affirmait vaine conjecture dans ce pays où la ségrégation constituait la principale ossature de l'éthique gouvernementale, où la grosseur du pif déterminait le régime de faveur à obtenir, tandis que le faible calibre de cet organe suffisait pour faire de vous un suspect à étiqueter comme ennemi naturel de la nation. Ces déraillements consignés dans les règlements de l'administration centrale, de la fonction publique, de l'armée et pire, dans le mémento de l'éducation nationale, n'étaient plus mystère pour elle. On les lui rabâchait 3 heures par semaine déjà à l'école primaire. Depuis que les camarades la poussaient à se lever avec les dizaines d'autres de sa classe, que les instituteurs hutus jubilaient à exhiber comme des spécimens rares, qu'elle était contrainte de servir, debout devant tous, de matériel didactique sur la morphologie des Tutsis. Taille fine, bouche fine, nez fin, ses ex-conquérants nilo-amitiques, et que tout autour, on se marrait de son embarras parfois au bord des larmes et de la fuite. Elle s'était dit que ce pays n'était pas un pays d'avenir. Elle eût aimé en déguerpir pour un ailleurs plus clément, mais de la terre, elle ne connaissait rien à part son Mayaga natal et des hommes, rien que les gros nez avec tous les droits de revanche sur les nez fins. Plus tard, par le plus heureux des hasards, un jour béni l'avait mise face à l'Orient et un plein soleil était venu faire fondre le glacier qui enserrait son cœur. Soudain, elle trouvait le monde moins laid, ramener le nez des autres à de simples fonctions d'aspirateur d'oxygène et de pollueur d'atmosphère. Le coup de foudre la confisqua, alors à la manière d'un hold-up, entière, sans discrétion ni modération. La muraille qu'elle s'était érigée en guise de protection dès la puberté contre des adolescents au coup d'œil violeur ne tint pas 60 secondes sous le charme de ce jeune homme éclatant de séduction. Tout se passa vite. Tout se dit dans le regard de braise qui lui couvait le corps, enflammait ses habits, la dénudait au milieu de ce local où venait de débuter la réunion d'enseignants sous la direction d'Angelo. Lorient, en retard, était entré d'un pas léger et avait rejoint sans préméditation le siège libre à côté d'elle. Le temps d'un discret bonjour, et ils se retrouvèrent pris dans un tourbillon de magnétisme, inattendu et grisant,
une minute d'arrêt sur image, une tranche d'éblouissement prélevée d'autorité sur le temps qui fuit. Merci beaucoup, Gaël Faye, qu'on ne présente plus certes, mais c'est quand même bien de signaler qu'il est, entre autres, l'auteur du fameux roman Petit Pays. Voilà, merci infiniment. Comme je te disais, cher Vénuste, voilà, ils sont là, très nombreux pour servir tes mots. Voilà, donc là, on est dans une période, on a d'ailleurs un témoin là, en la personne de Mouyessela, qui a écrit un livre magnifique sur cette tranche de période de 59 jusqu'à la veille des années 90. Le titre en Kinyarwanda, je crois, c'est Imibereho y'Abatutsi, kwa mirongo icyenda na gatanu mirongo itanu n'icyenda kugeza, enfin bref, si je ne m'abuse. Mais voilà, donc du coup, 94 ne pouvait être possible s'il n'y avait eu cette fameuse révolution sociale Hutu que Gaël Faye vient d'illustrer par les extraits. Quelques mots sur ça? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Donc la révolution Hutu, une révolution plutôt, on pourrait même dire une révolution belge. Bon. C'était préparé d'avance. Le génocide a ses racines même plus avant que ça. Mais là, c'était le paroxysme de la préparation et du lancement du cycle génocidaire 59. Je m'y attardais un tout petit peu pour le type d'élite que cette fameuse pseudo-révolution a produit. Ah, le type d'élite, il nous a produit des assassins, il nous a produit des gouvernants qui trouvaient qu'une partie de la population ne méritait pas de vivre au Rwanda, en tout cas. Une élite qui a élaboré, elle a achevé l'élaboration de la théorie qui allait mener au génocide. On a eu des gens comme Gitera qui disaient que le Tutsi ne méritait pas de vivre. Et Kayibanda qui disait que si les Inyenzi réattaquaient, qu'ils arrivaient à Kigali, qu'il y aurait un génocide. C'était ça nos élites, et c'était des élites formées surtout au séminaire. Là, on est en plein à la naissance de l'idéologie de l'extrémisme nationalisme Hutu. Oui, l'idéologie théorisée dans ce cas-là. Parce exactement. Que tout le reste a été Gitera, fondateur de la Prosoma, et oui, Kayibanda, fondateur du Parame Hutu. Oui, Kayibanda, qui est l'élève, disons, assidu et très intelligent de Monseigneur Pérodin, il ne faut pas l'oublier. Pérodin. Oui, parce que non, on ne peut pas parler de l'élaboration et de cette théorie, de ce qui nous a amené au génocide, sans parler de l'Église catholique. Là, je me refuse à ce qu'on l'escamote. Donc voilà. Très bien, vous l'aurez compris, donc c'est un roman avec des va-et-vient dans le temps. Là, on était en amont, donc pendant les années qui ont précédé longtemps, mais qui ont présidé vraiment à l'avènement du génocide dans son ultime étape paroxystique de 94. On va passer aux autres extraits qui nous seront offerts par Dominique Sélis, qui nous introduiront sur une autre partie du roman. Dominique Sélis, autrice notamment du roman « Ainsi pleurent nos hommes » qui a été salué par le public et la critique. À toi. Je pense que ça va. Hein. Bonsoir tout le monde. Merci Vénuste, merci Atome. Et donc je vais vous lire un extrait. La période 90. J'ai donc été arrêté comme complice de l'ennemi dans mon lit le 7 octobre 1990. D'après les soldats venus me mettre la main au collet, j'avais passé la nuit du 5 octobre à me battre contre l'armée rwandaise dans la ville de Gitarama, aux côtés des Inkotanyi infiltrés. Tout comme d'autres l'avaient fait à Kigali et ailleurs dans le pays. J'étais, semble-t-il, armé jusqu'aux dents. Un fusil mitrailleur, un lance-roquettes, 3 pistolets et un imposant lot de grenades et de munitions, toutes choses que j'ignorais alors.
Des coups furieux à la porte nous avaient surpris et fait sursauter. « Ça y est, avais-je soufflé à mon épouse, voici l'heure. Que vont-ils nous faire? Et nos petits? Ils ne viennent évidemment pas pour nous embrasser. Mais j'espère qu'ils ne toucheront pas aux enfants, ni à toi d'ailleurs, ma chérie, me rattrapai-je naïvement. Les coups redoublaient. « Ouvrez vite aux forces armées, sinon nous enfonçons la porte, criait-il, nerveux. Ce n'était pas nécessaire qu'ils s'annoncent ainsi, je les attendais depuis l'avant-veille. Depuis qu'ils avaient embarqué certains de mes amis sous l'incrimination d'association avec l'ennemi. Je savais que j'étais aussi dans le collimateur et mes voisins n'avaient cessé de me pointer du doigt. Pour eux, le fait d'être un Tutsi en apparence affranchi de la misère me trahissait comme bénéficiaire des fonds du mouvement rebelle pour les combattre. Pourtant, je n'étais pas riche. Juste un instituteur payé 12 000 francs rwandais par mois, une petite maison rurale en dur, 3 hectares de terre où poussaient quelques cultures bien entretenues, le tout laissé à mes parents 100 jours plus tôt, une bécane et un récepteur radio de facture moyenne. Pas de quoi renverser une république, fût-elle bananière. Conduit au pénitencier de Gitarama et transféré 2 semaines plus tard dans celui de Ruhengeri, j'ai subi, à l'instar de mes co-accusés, d'inimaginables sévices. Mais ce qui me démolissait le plus, c'était de ne pas savoir ce que devenaient les miens. Jour et nuit, je pensais à ma femme et à mes enfants. Les tourments que l'on m'infligeait étaient moins douloureux que l'absence de leurs nouvelles. Au bout de 90 jours, la prison m'avait brisé. Je n'avais plus la force de résister à l'abattement. Lorsque l'on me questionnait pour savoir combien de fois je m'étais rendu auprès du général Fred en Ouganda, combien d'heures de formation militaire j'y avais effectué, quels objectifs nous poursuivions, j'étais tenté d'avouer tout ce que l'on voulait pour peu que l'on me dise que ma proche famille était encore de ce monde et sans tracasserie. On nous faisait sortir tous les jours à 4 heures du matin pour écoper de 15 à 20 coups de ruvubu, ce fouet en queue d'hippopotame qui arrachait des lambeaux de peau avant d'être soumis à un interrogatoire non moins violent. C'était cela notre petit déjeuner. On nous informait que nos cancrelats de frères se faisaient exterminer à tour de bras et que tous leurs sympathisants intérieurs étaient peu à peu démasqués et mis hors d'état de nuire. Nos minuscules cellules se trouvaient au sous-sol et étaient certains soirs inondées d'eau glaciale jusqu'à mi-hauteur. On dormait debout ou accroupis. Les jambes étaient boursouflées, nous ne sentions plus nos corps. Seule, la tête ne cessait de carburer, nous harcelait avec ses interrogations en boucle et sans réponse. Elle nous demandait pourquoi on était là, pour quelles raisons nous suppliciait, quand est-ce qu'on nous relâcherait si on allait nous exécuter. Cependant, comme tout a une fin ici-bas, notre désespoir ne se prolongea pas à l'infini. Par un audacieux raid sur la ville et la prison, l'armée du FPR brisa nos chaînes dans une démonstration stratégique du grand génie. Nos libérateurs nous laissèrent le choix, ou partir avec eux et être sauvés de nos tortionnaires, ou essayer de s'évanouir dans la nature avec tous les risques de retomber dans les griffes de la dictature. Certains préférèrent ne pas tenter l'équipée de la résistance dans la rébellion ou celle pour les inaptes de l'évacuation sur l'Ouganda. Mais moi, pour tout l'or des Indes et des Amériques réunies, je n'aurais tourné le dos à cette aubaine-là. Il fallut me transporter sur une civière car mes membres ne répondaient plus. Dans le maquis, on me soigna et je me remis très vite sur pied. Et c'est ainsi que commença mon aventure dans la guérilla. Tu continues. Alors, voilà. Le titre du chapitre, c'est « Dans l'enfer des hommes ». Je ne suis jamais parvenu à m'endurcir dans la guérilla. Pas moralement. La pression du désespoir et de l'horreur devenait chaque jour plus intenable.
La vue du camarade foudroyé à mes côtés me bouleversait. Tout cadavre d'enfant sur lequel je trébuchais me ramenait au mien. J'en vins à me lâcher au moindre charnier et à me battre en libérant quelques larmes. Ce qui me rendait invulnérable et audacieux. Mes compagnons ne comprenaient pas. Mais ils acceptaient cette bizarrerie de lionceau des bambous. Pour eux, l'important c'était que je reste brave et hardi. Certains, pour me taquiner, transformèrent lionceau des bambous en lionceau le chialeur. Ce qui ne me vexait nullement. Moi, je savais pourquoi je pleurais et je n'en avais aucune honte. C'était quand le cœur débordait de peine, quand je ne comprenais pas l'entêtement des ennemis en face à violer des mamans et à découper des bambins à la machette, quand la guerre des lâches me dépassait et que l'impuissance abattait mon espérance, quand je comptais une éternité entre le dernier geste d'amour avec ma femme, de tendresse avec mes enfants, et l'instant d'alors, lourd d'incertitude et de fureur. Ma façon à moi de me blinder, de conjurer la fatalité, était de me battre comme un lion tout en laissant s'exprimer ma douleur. La combinaison marchait à merveille. Je pressentais que le jour où pleurer ne signifierait plus rien pour moi, dès que la disparition des autres ne ferait aucunement réagir mes tripes, s'en serait fait de mes espoirs, de mon combat, de mon avenir, de mes jours. Lorsque mes larmes tariraient, c'est que mon être se serait desséché, que plus rien ne compterait pour moi, que je n'aurais plus rien ni plus personne pour qui me tourmenter, plus d'âme ni de raison de continuer à piétiner la terre. S'il m'arrivait de prier, c'était pour implorer le ciel de ne jamais connaître cet instant. Je vais vous lire un dernier extrait. Il est un peu difficile. Il évoque des images difficiles. Akiziguro, Muhura, puis Arukara conquis le 4e jour de l'offensive. Les combattants de l'armée patriotique furent confrontés aux premières grandes horreurs du génocide. Des milliers de gens massacrés dans l'église et dans les salles de classe. Des corps nus auxquels on avait enlevé avant de les tuer leur dernière dignité d'être humain. Très peu de survivants surgissaient des bosquets, de rares blessés sortaient des bois, 2 jeunes garçons émergeaient d'un puits perdu devenu une fosse commune, des moribonds expiraient dans les bras des Inhotani qui croyaient pouvoir en sauver au moins quelques-uns. Durant leur progression, les soldats se battaient à la fois avec hargne et affliction. Le colonel Francis Bigabiro lui-même était surpris de cette lassitude qui l'engourdissait par saccades malgré les succès évidents de ses hommes. Il ne s'attendait pas bien sûr à sauver toutes les cibles programmées de la barbarie en cours. Il savait qu'au-delà de la ligne mouvante du front, des hommes, des femmes, des enfants étaient exterminés par des hordes constituées d'une bonne partie de la population Hutu et de militaires de l'armée nationale. Mais il avait espéré arriver à temps pour limiter les massacres, à Rukara et ailleurs. Et voilà qu'on ne lui ramenait de la brousse que quelques malheureux, plus morts que vivants, dont cette vieille de plus de 60 ans, qui couvrait sa nudité du mieux qu'elle pouvait, avec le seul habit que ces criminels lui avaient laissé, un minuscule voile dont elle se servait comme cache-sexe. Voici que la seule survivante trouvée sur le lieu de l'Holocauste était cette femme Hutu, épouse d'un Tutsi, qui s'extrayait des cadavres et se mettait à divaguer en tenant des propos insupportables. Francis Bigabiro, à l'image de ses soldats, était submergé de désespoir à la vue du carnage et du petit nombre de rescapés tirés des griffes des assassins. Il s'égara dans sa tête et ses pensées le ramenèrent à sa famille plaquée pour cette guerre d'un autre âge. Lorsque le front allait s'ouvrir, il s'était abstenu de parler à sa compagne et à ses proches de l'action qui se préparait, estimant qu'il le saurait en temps utile, c'est-à-dire très vite, après la victoire foudroyante que lui et les autres compagnons du général Fred projetaient.
Mais quelle claque depuis presque près de 4 ans. Quelle déception chez tous les exilés. Et quelle catastrophe chez les Tutsis de l'intérieur et les Hutus opposants à la dictature qui leur avait fait confiance. Il ressentait sur lui l'insoutenable fardeau de la honte et de la peine. Les dés étaient pipés, se dit-il. Nous n'avons su mesurer ni nos faiblesses ni la puissance de la haine chez notre ennemi. Cependant, en ce début du génocide, le découragement était fugace. Soldat endurci par plusieurs années de lutte, conscient de l'importance de sa mission, Francis Vigaviro savait que le moment n'était pas aux lamentations, mais à l'action. Il devait se hâter pour frapper les tueurs, les acculer, les empêcher de s'acharner à faucher des êtres sans crime et sans défense, leur interdire de s'installer dans les lieux stratégiques d'où il serait difficile de les déloger. Il fallait maintenant marcher sur Gahini avant de sauter sur Kayonza et Rwamagana. Là-bas, la résistance était paralysante. La 7e unité mobile de l'armée patriotique s'y heurtait à des troupes de l'armée rwandaise et de la gendarmerie, 4 à 5 fois plus nombreuses, et il était urgent de voler à sa rescousse. Merci. Merci infiniment, chère Dominique. Je rappelle à l'audience que tu es autrice du fameux roman « Ainsi pleurent nos hommes ». Voilà, le premier extrait fait référence aux années 90 avec la bouc émissérisation du Tutsi par excellence, qui nous renvoie une phrase en écho de Kayibanda, menaçant déjà avant 90 que si d'aventure les Tutsis de l'extérieur attaquaient, ça serait la fin totale et précipitée de ce qu'il appelait la race Mututsi. Voilà, le deuxième extrait, c'était par rapport à l'avancée, à l'épopée de l'armée de l'APR en plein génocide. Comment les militaires deviennent en même temps des sauveteurs, comment ces mêmes militaires qui se retrouvent en face d'orphelins, parfois plus ou moins de même âge que certains de ces soldats, comment se retrouvent-ils en train de jouer les tuteurs tout en ne délaissant pas leur statut et mission de soldats. Voilà, quelques mots et puis on va vers le passage du fantastique, parce qu'il en est question aussi dans ton roman. Quelques mots du premier passage lu par Dominique Sélis, que je remercie. C'est l'épisode de l'arrestation des Ibdito, des complices des Imotani, comme on disait, juste après l'attaque du FPR du 1er octobre. On sait qu'à partir surtout du 5 octobre, et là je dis quelque chose que je ne dis pas dans le livre, mais que je dis ailleurs, à partir tu sais, il y avait eu une certaine mise en scène d'une attaque de Kigali par l'armée rwandaise, qui venait d'avoir le soutien de l'armée française, parce que l'armée française est arrivée le 4 octobre, et au soir, la simulation de l'attaque a été organisée. Et ça, on a des témoignages, comment ça s'est passé, comment les soldats français ont participé à cette simulation. Et donc, à partir de ce moment-là, le 5 octobre, il y a eu des arrestations. Parce qu'il y avait déjà des listes préétablies, même avant que l'attaque ait lieu. Les Tutsis étaient des cibles, on était toujours dans le viseur des autorités. Donc, ils ont arrêté beaucoup de gens. On a dénombré peut-être 8000 dans le stade de Kigali, de Nyamirambo. On en a dénombré d'autres ailleurs dans tout le pays, dans toutes les villes. Et ce que j'évoque romantiquement dans le livre, c'est ce garçon instituteur qui s'était marié quelques années plus tôt et qui vivait avec sa femme dans le bonheur, justement dans l'amour et tout ça. Il est arrêté à l'aube. L'aube, ça fait toujours référence à la chanson. Il est arrêté à l'aube
et comme complice de Ximotagny. Il est amené dans une prison à Gitarama, et puis il a été transféré à Ruhengeri parce que là c'était plus sûr. Il y avait une prison beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus mauvaise, et c'est là qu'il raconte ça. Il raconte cette aventure, cette histoire, et comment, à un moment donné, il a été libéré par le FPR, par l'armée patriotique rwandaise. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Bon, je ne dis pas que la personne est vraie, mais l'histoire est vraie. En janvier 91, je crois que c'était le 21, si je ne me trompe pas, le FPR attaque la prison de Ruhengeri, où il y avait beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de prisonniers aussi, donc des Ibjitso, des complices supposés. Et il a libéré tout le monde, des milliers de gens. Il a donné le choix à tout le monde en disant, vous êtes libre maintenant, et vous êtes libre aussi de votre choix. Vous venez avec nous, ou vous allez où vous voulez. Il y en a qui ont préféré vraiment aller un peu dans le pays en disant, non, on ne peut pas aller avec les Inyenzi. C'était ça leur gratitude. Évidemment, ils se sont fait rechoper après. Et il y en a les plus courageux, ou ceux qui se sentent les plus menacés, ils ont préféré aller avec le FPR. Ceux qui n'étaient pas capables d'aller dans l'armée, ils les ont évacués en sécurité derrière les lignes. Mais il y en a beaucoup qui ont voulu s'associer au combat, parce qu'ils sentaient que c'était leur chance, leur dernière chance, de gagner des droits dans le pays, de survivre et de sauver leur famille. Voilà comment Lorient s'est engagé dans le FPR. Dans la paix, dans l'armée patriotique rwandaise. Exactement, on l'aura compris que la plupart des moments que tu évoques sont inspirés de faits réels, des personnages réels. Voilà. Merci. Voilà. Ce qui est surprenant de ce livre et de ta démarche, c'est l'irruption du fantastique ou de l'onirique en fait. Ce fameux personnage de l'aigle, ce guerrier qui se transforme en aigle comme pour prendre revanche, plus ou moins régulièrement tout au long du livre. Je vais convier Freya de Clerc. Tenez-vous bien, elle s'appelle Aussi, elle porte un nom que je trouve parmi les plus beaux que la langue rwandaise ait jamais pondu. Elle s'appelle Zaninga. Aussi. On l'applaudit. Freya qui a dit un jour que si elle devait partir sur une île déserte avec un livre, elle partirait avec celui-ci. Voilà. À mon aimé, du sein de nulle part, en pleine fin du monde. Lorient, mon chéri, tu m'excuseras de ne pas dater cette lettre. Je ne connais plus la suite des jours. Je sais seulement que je la commence en cette 3e semaine de l'anéantissement des Tutsis, et j'ignore quand, et même si je pourrais la clore à ma convenance. Je la compléterai néanmoins à chaque minute de répit, comme si elle était rédigée d'une traite, car ma vie, mon amour et mon drame s'écoulent eux aussi dans la continuité. À quelque époque que tu la liras, pense à ces instants où elle aura été écrite. Ce sera ma marque et ma revanche sur ces ténèbres qui voilent désormais mon âme. Jusqu'à pas plus tard qu'hier, je fuyais des massacreurs plus ou moins indéterminés, ainsi qu'un terrible et anonyme vampire. Enfin, je viens d'apprendre, par d'éphémères compagnes de fuite, que ce démon me recherche particulièrement pour souder, paraît-il, certains comptes. Elles m'ont dit que son vil sobriquet, son vrai nom, elles ne le connaissent pas elles-mêmes. À la réflexion, cependant, je me dis que je commence à y voir un peu plus clair. Cela ne me surprendrait pas que ce soit Kigome, Doudira ou un autre que l'on a connu à Mayaga. Nous y avions tant de jaloux. Angelo non plus n'a pas été tendre envers les tiens dès qu'il a été nommé bourgmestre.
Sauf que je ne pense pas qu'il irait jusqu'à devenir l'éradicateur. Il n'en avait ni l'étoffe ni la trempe. Mais ceci n'est même pas l'objet de mon propos, et le temps m'est compté. Peut-être aurais-tu souhaité que je te décrive ce que nous vivons au jour le jour, moi et ta famille, au cœur de cet océan d'abîme qui nous engloutit. Mais je ne le ferai pas, car, bien que j'ai conscience que ces lignes risquent de ne pas te parvenir, pour autant qu'elles aient une chance de te parvenir, que tard, après le déluge et la victoire, je m'en voudrais de te gâcher le peu de baume qu'elles devraient mettre sur tes blessures jamais cicatrisables. Lorien, si je me suis décidée à t'écrire au milieu de cette folie exterminatrice, c'est que je suis persuadée que tu vis encore. Je désire t'annoncer que mes cauchemars ne me hantent plus. Ils sont suppliés depuis bien de nuits par les horreurs réelles du génocide qui décime notre peuple. S'il arrive un jour que tu lises ces mots, c'est que tu seras avec Kizélé, ton fils. Cet enfant, notre troisième et dernier né dont tu ignorais l'existence, a été conçu dans cet hôtel où tu m'avais conduit tout tremblant d'émotion et de crainte, et où pourtant nous avons passé des heures sans pareil. Il est ma bouteille jetée à la mer, et je suis certaine qu'il a plus de chances de s'en sortir tout seul qu'avec sa maman qui traîne avec elle le malheur. Je n'ai pas de nouvelles de Noël, qui à cette heure, s'il n'est pas déjà tombé entre les mains de ces sauvages, doit être en train de courir comme moi la brousse sur les épaules de Flavienne. Je garderai jusqu'au bout Éméline qui, de toute façon, est trop grande et lucide pour accepter de se laisser abandonner dans une canopée déserte au pied d'un acacia pluriséculaire. Je crois au message prémonitoire des songes. Ce n'est pas un secret pour toi, et je dois, tôt ou tard, le plus tôt serait le mieux, me résigner à subir le sort que l'incontournable destin m'a prescrit. Mais ma consolation est aussi que j'ai eu la révélation que notre petit ange me survivra. Du reste, je le sais désormais, tel un immortel, il survivra à tous les enfers et toutes les calamités. Ce sera Moïse, soustrait aux bêtes répugnantes, sauvé de l'Agnabalongo, notre Nil, écarlate, escamoté à l'hydre du génocide. Si le miracle se réalise et que tu le retrouves, accepte d'être pleinement heureux avec cet enfant et tout ce qu'il apportera avec lui. Et je te bénirai du fond de mon inviolable refuge. Je ne doute pas de la victoire des justes sur les démons qui assassinent le Rwanda, Lorien. Je pressens depuis le début que cette guerre, vous la gagnerez, toi et tes camarades. Je connais ta fragilité, mais aussi ton intrépidité, mon amour. J'ai été très heureuse que, une fois libérée des chaînes de nos ennemis par la guérilla, tu ne te sois pas dérobé à l'appel du devoir et de la raison. Je suis convaincue que tu es un de ces héros qui sont occupés à se sacrifier pour libérer la patrie et empêcher ces monstres de perpétuer l'extermination des innocents. Ne te prends pas, avec tes remords habituels, pour responsable de ce qui anéantit les tiens. Toutes les victimes de cet holocauste n'ont pas un membre dans leur maisonnée dans l'armée patriotique, ne se sont pas évadées du bagne de Ruhengeri, ne sont pas complices des Ingotani. Elles ont simplement pour crime unique et commun d'être nées Tutsi. Plus tard, lorsque notre fils sera en âge de comprendre, parle-lui de moi, de nous, de sa famille disparue. Explique-lui mon geste et pourquoi je l'ai fait. Prodigue-lui toute la tendresse paternelle qui lui est due et ajoute celle que je devrais lui témoigner si j'étais encore à ses côtés. Apprends-lui la vérité sur tout, sur son histoire, la nôtre, celle de notre pays. Mais surtout, fais de lui un être humain épanoui, non aigri par l'existence, non plus par la haine,
et le chagrin. Quant à toi, mon lionceau, ne rejette pas la vie. En souvenir de notre amour, sois heureux, et là où je serai, ce bonheur sera aussi le mien. Sinon, ce serait la seule chose qui me manquerait après avoir faussé compagnie à toutes les douleurs de ce monde maudit. Pense à moi, et je penserai à toi. Et toi aussi reste humain, quoi qu'il advienne, mon doux compagnon. Je suis sûre qu'un de ces 4 matins, lorsque mon repos sera consommé, nous pourrons d'une manière ou d'une autre communiquer. Ce sera peut-être par le rêve, je ne sais pas encore. Je ne viendrai pas à toi en cauchemar effrayant, je te le promets. Je t'apparaîtrai sous les traits d'une ravissante fée et l'on reparlera des jours heureux. On revivra ensemble notre lune de miel et nos plus belles utopies. Mon sourire t'éclairera et mes yeux illumineront tes chemins. Tels étaient tes vœux de toujours, te souviens-tu ? Il est temps que je te laisse, mon chéri. À présent, c'est à toi de me gaver des mots que je voudrais tant entendre et que tu connais si bien. Ceux dont tu n'as cessé de me couvrir depuis que tu m'as aimé. Ceux qui répondent à la flamme que je te porte et qui m'embrassent tout l'être, même au sein de la plus hideuse des tragédies. Ceux qui nous réchaufferont et nous consoleront de notre existence brisée. Ah, une dernière prière, mon ami. Retrouve les restes de ma dépouille et mets-les en terre. Localise ma tombe et viens la fleurir 1 ou 2 fois là, avec un gros bouquet multicolore, fait de rares, fait de tiares de violettes, de magnolias, de mariolaines, toutes ces fleurs que j'adore et dont l'arôme te rappelle, me dirais-tu, l'incomparable parfum de mon corps. Et n'oublie pas ta guitare pour la chanson de l'aube. Adieu, Lorien, mon doux lionceau. Que les dieux et les ancêtres soient avec toi. Les aigles vivront éternellement. Ta Mireille, qui ne cessera de t'aimer, du fond de l'enfer comme du paradis. Merci beaucoup, Freya. Un passage parmi les plus durs et les plus difficiles. En fait, ce moment du fantastique, je peux naturellement et beaucoup plus facilement comprendre que tu fasses appel à des personnages de romans pour porter ta parole, certains pans de ton propre récit, je peux aisément le comprendre, mais qu'on en arrive... D'ailleurs, ça me fait penser à cette notion de goutroise qui est très comment dirais-je, en vogue, entre guillemets, parmi particulièrement la communauté des rescapés, s'entraider à porter ce récit, témoignage qui est parfois, très souvent d'ailleurs, dur à porter seul. Je peux comprendre que les personnages de romans servent à ça, mais pourquoi faire appel à des figures d'animaux, à du fantastique et de l'onirisme pour porter ce genre de récit? C'est juste un artifice du roman. Dans le roman, on peut utiliser toute forme d'invention. Et moi, l'idée m'est venue à un moment donné de parler d'un aigle. Un aigle dans lequel s'est réincarné notre héros des origines, celui qui a été condamné injustement et qui est mort au combat quand même pour son pays. Et qui, je ne sais pas si je ne vais pas tout révéler, et qui deviendra en fait, qui se révélera être le patriarche, l'ancêtre. Ouais, voilà. Faut pas tout dire. Pas tout dire, mais il me provoque. Donc là, j'ai fait appel à des figures d'animaux. Bon, je considère pas comme des animaux d'ailleurs. Ça relève aussi peut-être de ma vision des choses et de l'humanité. Je crois que les humains, on est là, on est méchants, on fait de mauvaises choses.
on disparaît, mais si on disparaît vraiment totalement, on peut peut-être l'esprit et l'âme va ailleurs. Et voilà. Donc moi, je ne suis pas. Je sais que c'était aussi dans la tradition. C'était dans l'histoire rwandaise. Les gens communiaient avec les bêtes. Et ça faisait une harmonie, ça faisait la paix, ça faisait que les gens et les bêtes se comprenaient et que la vie était respectée. Oui, je te dirais que ça m'a fait penser aussi à La Phalène des collines, livre de œuvre de Koulsilamko, magistral d'ailleurs, dont on peut dire que ça a été directement inspiré de l'assassinat ignoble, de la fin tragique de la reine Gichanda à Boutaré en 94. Je vous invite aussi à lire La Phalène de collines, des collines de Koulsilamko. Voilà, je crois qu'il est peut-être temps de passer au public, qui ont certainement beaucoup de questions. Il commence à se faire un tout petit peu tard. Je compte sur vous pour être bref, aussi bref que moi. Voilà, on va passer le micro au public. On se bouscule, hein, ça se voit. Hein. Comme souvent pour la première question. Voilà, Michaela Ruguizan-Goga. Presque pareil, hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est en train de chercher de l'autre côté. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais vraiment vous remercier. Merci pour cette œuvre. Pendant les 3 lectures, en fait, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, ce qui m'est venu au cœur, c'est comment est-ce qu'on écrit avec autant de délicatesse, avec autant de beauté, des choses aussi difficiles. Et en fait, comment on garde la beauté, comment on garde cette incroyable écriture et cette manière de transmettre les choses, malgré tout ce vécu. Vous avez 74 ans, donc... Et cette histoire rwandaise, elle commence, vous naissez avec en fait. Et donc, comment au cours d'une vie, on reste humain, on garde l'amour au centre, comme vous l'avez dit, et on écrit avec autant de... Je cherche les mots, vraiment, vraiment, et merci. De dignité. Voilà, de dignité et de beauté. Je pense que ça mérite des applaudissements encore. Merci. Merci pour votre question, assez difficile quand même, mais en même temps assez simple. Oui. Peut-être. Je crois qu'elle n'avait pas encore fini. J'ai pas encore terminé. Pardon. Mais en fait, la deuxième partie de mon propos, c'est que je pense que pour les jeunes qui sont ici, c'est important d'expliquer un des personnages dont vous avez mentionné le nom plus tôt, l'abbé Pérodin. Il faut vraiment expliquer aux jeunes qui il est et quel a été son rôle dans l'architecture de la division rwandaise et du génocide qui a suivi en 94. Merci. Merci. Donc je disais que la question est difficile, à la fois difficile et simple. Comment on écrit avec tant de délicatesse, comment on peut rester humain. Je crois que, bon, ça me vantait, je crois que ça relève de l'éducation. L'éducation, normalement, qu'on avait dans les familles rwandaises. On nous apprenait la politesse, le respect et l'amour des gens. Et on cultivait l'amitié, on savait que l'autre, c'était soi-même, en fait, en quelque sorte. Et bon, en écrivant, je ne pouvais pas écrire autre chose, je ne pouvais pas me comporter en autre chose. Bien sûr, quand je parle des génocidaires, souvent, j'ai envie de dire... de ne pas être poli, et je ne l'ai pas été parce que eux, ils l'ont voulu, et c'est ce qu'ils voulaient que l'on fasse, que l'on dise les crimes qu'ils faisaient, et ils s'en vantaient. Mais le reste, c'est le cœur qui agit, c'est le cœur qui dicte ce que l'on dit, c'est le cœur qui te dit attention, ne bifurque pas par là, le si convenable c'est ça. Mais en même temps, je pourrais vous dire que quand même dans ce livre, j'ai pas respecté toutes les valeurs. J'ai dit des choses
que je trouvais qu'il fallait les dire, et de la manière dont il fallait les dire, et pour faire passer le message, mais tout en restant humain, tout comme vous avez vu cette femme qui écrivait à son mari, son amoureux, dont ils étaient séparés depuis des années, et elle était sûre qu'elle allait mourir, mais elle lui léguait un enfant, mais en lui disant donne-lui toute l'éducation, la bonne éducation possible, et lui recommander de ne pas le rendre un être aigri par le chagrin, la douleur et par l'esprit de revanche. Il lui disait, toi aussi, mon Lorien, ne sois pas, reste humain, parce que pour moi, bon, je pense que en toutes circonstances, il faut rester humain, et c'est ce qui fera que notre humanité continuera de fleurir, de faire des êtres bons qui pourront faire qu'il n'y aura plus de génocide, qu'il n'y aura plus de tuerie de masse comme ça. Et donc il faut rester bon, il faut rester humain. Et moi, j'ai essayé je crois que j'ai exprimé ce que j'ai ressenti et ce qui était pour moi un devoir. Et comme par hasard, riant sur Pérodin, c'est ça? Oui, j'ai compris, mais Pérodin, ça va être difficile à dire. Bon, il y en a dans la salle qui le connaissent beaucoup mieux que les autres. Je pense que ils vont m'aider. Je pense que Monsieur le Sénateur, Antoine Modessera, pourra me compléter sur Monseigneur Pérodin. Pérodin, c'était le prélat de l'Église catholique au Rwanda, qui était là depuis je sais plus combien d'années, et qui a manigancé tout ce qu'on a appelé la révolution Hutu, et qui a pris sous son aile Kayibanda pour lui dire voilà, on va faire ceci, et on dit que c'est même lui qui a pondu le manifeste des Bahutu. Et puis on a parlé de son mandement de carême. Au moment, je crois que c'était en 59, quand il disait que toutes les richesses d'une nation sont entre les mains d'une seule race, etc. C'était un long discours, mais vraiment très pernicieux, et tout ça a contribué à faire naître, à faire jaillir cette soi-disant révolution. Et après, on sait qu'il a continué à bénir ceux qui tuaient à travers tout ce qui lui était subordonné, à travers d'autres évêques, à travers d'autres curés, d'autres pères blancs surtout. Il n'a jamais dénoncé leur discours qui a encouragé le massacre des Tutsis. Et je pense qu'il porte une très très grande responsabilité dans ce qui s'est passé, et le génocide ne l'a pas ému, finalement, même s'il n'était plus au Rwanda, ne l'a pas ému. Il a continué à appuyer cette classe politique qui avait exterminé le Rwanda, si je peux me permettre. Et je me rappelle, je ne sais pas si c'est une boutade ou non, mais je sais qu'il y aurait un journaliste qui aurait posé la question s'il comptait visiter le Rwanda après le génocide. Il a dit non, les Inyenzi m'ont tué. Donc voilà, c'est en tout cas l'idéologie génocidaire, l'idéologie Hutu a été conçue au sein de l'Église catholique, et c'était lui le chef de l'Église catholique ici au Rwanda. Et voilà tout ce que je peux vous dire, mais d'autres vont me compléter certainement. Il n'est pas sûr qu'il veuille s'exprimer sur Pérodin particulièrement ce soir. On ne va pas l'y forcer non plus. Voilà, peut-être une autre question. Je m'appelle Nganji, je suis musicien et enseignant, et je pose la question du point de vue de l'enseignant, parce que vous avez la mémoire, vous transmettez la mémoire, mais on se trouve face, ça c'est une question pour l'écrivain et je crois aussi les éditeurs, vous transmettez la mémoire, mais on a un problème avec nos jeunes maintenant. Ils n'ont pas de contact avec notre histoire, avec l'histoire du Rwanda, de la diaspora. Et ma question est, quel est le format, quel est le plan pour avoir des formats où vous êtes en contact
avec des jeunes qu'on a dans nos classes. Parce que nous, on est au courant. On a grandi pendant ces périodes, on a vu, c'est récent pour nous, mais nos jeunes, les ados, ils se trouvent complètement démunis. La preuve est simple. L'âge moyen de l'audience, sans offenser personne. Je descends la moyenne quand même. Donc, est-ce que y a-t-il un plan, y a-t-il une stratégie pour pouvoir communiquer ça à des jeunes, à des audiences qui transmettent, qui font vivre la mémoire? Parce que on n'est plus là. Tu vois, il y a pas beaucoup de jeunes qui lisent un livre. Il y a plus beaucoup de jeunes qui viennent dans une conférence pour s'asseoir pendant 30 minutes, sagement en train de boire de l'eau et du café. Est-ce qu'il y a des formats qui sont prévus? Est-ce qu'on peut vous inviter dans des activités avec des jeunes pour faire passer ça? Parce que nous, on n'a pas de problème. On respecte ça, on est partant, on achète des livres, mais on doit passer ça. On doit passer la mémoire, c'est notre responsabilité. Si le Rwanda a vécu pendant des millénaires, il doit revivre maintenant sur TikTok, sur Instagram, sur des jeux vidéo, je sais pas. Donc, Merci. question pour Yannick, Oui. Bruno et les autres, et l'auteur aussi. Merci. Peut-être pour cela, mais ne comptez pas sur mon cher Vénuste pour vous donner le format sur TikTok, Instagram. Il est et très le très reste, jeune, il a que 74 ans quand même. Il les fait pas, c'est vrai, mais quand même, il faut pas trop lui demander. Ça va. Mais c'est une question qui peut vous être, retourner. En fait, vous êtes les pédagogues, vous êtes les mieux habilités, les plus habilités que lui ou que d'autres pour savoir les formats qui sont les plus appropriés pour vos jeunes que vous côtoyez au quotidien, en fait. Hein. Tout à fait, Adam. Tu as raison de lui dire ça. Comme ça. Et si le constat qu'il évoque est vrai, qu'il y a un manque d'intérêt de la jeunesse, c'est justement la responsabilité des aînés dont vous targuez d'être. Donc, allez-y. Essayez d'élaborer des moyens d'avoir ces jeunes, de les informer, de les éduquer. Mais évidemment, ne comptez pas sur moi. J'ai passé là, je suis à la retraite depuis longtemps. Mais aussi sensibiliser peut-être les autorités pour qu'ils élaborent justement des curricula pour ça. Qui sont là tout à fait. Mais quand même, je t'ai sauvé la mise, mais un effort à faire. Le choix des mots et du vocabulaire. Parce qu'il y en a un florilège que j'ai découvert. Aria. C'est féminin, c'est masculin. J'ai vu quelques arias. C'est féminin. Ça signifie quoi? Il y a arogopé et il y en a d'autres. Ça dans le futur, peut-être qu'on va un peu s'ajuster par rapport à TikTok et choisir des mots beaucoup plus... Les mots sont faits pour être utilisés. Il persiste ici, si tu ne en mets de comptez pas côté sur lui en tout cas. Si tu en mets de côté quelques-uns, c'est que tu rates le coche. Hein. Les mots sont là, ils existent. On l'aura compris, Alors, il ne faut pas compter sur lui. J'aurais tout essayé. À vous. Madame Sandrine Umutoni, ministre de la Culture et des Arts de la République du Rwanda. On applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Juste une petite correction. Ministre délégué à la jeunesse et aux arts. La culture est dans un autre ministère. Il n'y a que vous qui comprenez la différence. Oui, hein. du coup, je vais expliquer. Ça sert à rien d'insister. Oui. Non, c'est important de préciser. Parce que déjà, donc, en tant que ministère qui est chargé de la jeunesse, nous avons un certain nombre de programmes d'éducation civique, justement pour apprendre à tous ces jeunes, que ce soit des jeunes qui aient grandi au Rwanda, des jeunes de la diaspora, les jeunes qui viennent de familles de tueurs, de génocidaires, dont les familles donc, ont fui le Rwanda il y a plus de 30 ans exactement, et qui refusent que les enfants reviennent au Rwanda. Donc juste pour vous donner un exemple, chaque année on a un programme qui s'appelle Itorero, et à travers Itorero on emmène des centaines d'enfants en dehors de la ville de Kigali, en dehors des grandes villes, généralement dans une région un petit peu reculée. Et pendant une dizaine de jours, c'est des cours d'histoire, c'est des cours sur les grands auteurs que nous avons dans notre culture, c'est des rencontres avec des hommes politiques, avec des historiens, des grandes figures en fait de notre culture à nous. Et ça permet en fait de créer un espace d'écoute et de parole pour ces jeunes. Et comme j'expliquais encore une fois, c'est un moment où, quelle que soit l'origine de ces jeunes
que ce soit, comme j'ai dit, des enfants qui sont nés à l'étranger parce que les parents ont fui en 94, parce qu'ils ne voulaient pas faire face à la justice, que ce soit des enfants qui sont nés de victimes du génocide, que ce soit des jeunes qui sont nés en dehors du Rwanda parce que les parents avaient fui dans les années 50, 60, 70, etc. Ça permet en fait de tous les mettre dans un même environnement et leur permettre de poser toutes les questions. Et quand je dis toutes les questions, c'est vraiment toutes les questions possibles qui vont de pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont encore en prison pour les crimes de génocide, pourquoi il y en a qu'on voit se balader dans les rues, pourquoi aujourd'hui on parle d'unité et de réconciliation. Donc il existe des forums, il existe des espaces pour que les jeunes puissent parler de leur histoire et permettre en fait à ces jeunes de poser des questions qui malheureusement n'ont pas de réponse dans leur famille. Donc peut-être pour rebondir sur ce que Atome et Monsieur Vénus expliquaient tout à l'heure, nous avons une responsabilité. Oui, les autorités ont une responsabilité, mais nous autres, en tant qu'individus, que nous soyons rwandais ou non, nous avons cette responsabilité de parler avec nos jeunes. Parce que c'est à la maison que commence cette discussion-là. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est facile, parce qu'on le sait très bien que même aujourd'hui, nos parents qui ont fait dans les années 50, 60, ont encore du mal à complètement parler de ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont dû fuir. Mais c'est à la maison qu'il faut commencer à permettre à ces jeunes en fait de comprendre d'où nous venons, parce qu'ils portent ce fardeau. Et à travers tous ces forums que nous organisons, que ce soit les Torero, que ce soit les forums de discussion que nous faisons en collaboration avec la fondation de la Première Dame, Imbuto Foundation, nous disons encore à ces jeunes qu'ils ne sont pas responsables du génocide, mais seront responsables si cela se reproduit de nouveau. Ils seront responsables du négationnisme qui ne fait que grandir. Parce que le négationnisme aujourd'hui se répand sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas Monsieur Vénus, c'est pas Atome qui doit lutter sur les réseaux sociaux contre ces négationnistes, contre les révisionnistes. Donc nous tous ici, nous avons cette responsabilité. Je voulais aussi remercier à mon tour Monsieur Vénus Kayima pour ce très beau récit. Je comprends tout à fait, Freya, que si tu devais te retrouver sur une île déserte, ça serait le livre à emporter, parce qu'il est d'une profondeur, mais d'une dignité, et qui me fait penser en fait à des paroles de notre président, président Paul Kagame, quand on lui a demandé mais comment est-ce que vous avez fait pour demander aux rescapés de pardonner? Pourquoi vous leur avez demandé à eux de faire un effort pour que notre nation puisse pour que notre nation puisse se reconstruire? Et ce qu'il a dit, ça rejoint vos paroles. Il a demandé aux rescapés parce que c'est eux qui avaient quelque chose à donner. C'est à eux que restait ce bout d'humanité. Ce n'était pas aux génocidaires qu'il avait demandé de faire un effort. Ce n'est pas à toutes ces personnes que nous avons dans notre société aujourd'hui qui détiennent des informations, qui savent où les corps ont été jetés, enterrés, qui refusent de parler jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard. Ce n'est pas à eux qu'il allait demander de faire un effort pour reconstruire ce pays. Donc c'est à travers ce très beau message, à travers cette lettre encore d'une femme qui se sent partir et qui sait que même si elle part de manière tragique, son enfant ne doit pas vivre dans l'aigreur, dans la douleur. Et de nouveau, vraiment, c'est vous remercier pour ces très belles paroles, remercier nos lecteurs d'avoir pu rajouter encore plus d'émotions à un texte qui est déjà rempli de tellement de belles émotions. Je vous remercie. Vous m'en voudrez si on clôturait par ces mots? Non, mais il y a quand même notre aîné, Papa Mugesera, qui voudrait intervenir. Et Merci, je voudrais dire seulement deux mots. Monseigneur Pérodin, vous ne savez peut-être pas, mais il était membre de l'association Omubieyi, association créée par Madame Agathe Habyarimana. Vous connaissez la femme du président Habyarimana, s'appelait Kanziga. Oui. Il a créé en 90, 91, jusqu'au génocide en fait, il avait une association ici, et Monseigneur d'ici était membre, tiens, y compris le Monseigneur Pérodin, de l'association Omubieyi. C'est très grave. Nos évêques ont échoué, si vous voulez. Mais je crois ils ont échoué. Deuxième chose, je vais vous dire la complexité de la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous voulez qu'on enseigne une éducation politique, c'est bon. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés politiquement. Et quand l'enseignant ne veut pas se prononcer vis-à-vis d'une situation, il escamote la situation. Il n'enseigne pas vraiment ce qu'il devrait enseigner. Il escamote comme ça.
ça nous est arrivé beaucoup de fois que l'enseignant ne peut pas vraiment enseigner ce que le livre n'est pas condamnable. L'enseignant ne veut pas enseigner ceci. Ce n'est pas aussi facile que d'enseigner même la politique. Ce n'est pas aussi facile que ça. Éducation civique. Non. Les enseignants ont une résistance parce que, même, en fait, pour enseigner, il faut être engagé politiquement, si vous voulez. 80% de nos enseignants ne sont pas engagés. Au contraire, ils sont dans une certaine situation ambiguë, sinon opposée. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais il faut être devant la réalité. Les enseignants eux-mêmes. Un jour, c'est un autre cas que nous avons vécu ici, on a voulu enseigner le français et l'anglais ici. C'était ouvert les deux langues. Les enseignants, certains enseignants, au-delà de la Nyabarongo, Boutare, Gitarama, Chibuye, Tchangou, ils ont refusé d'enseigner l'anglais. Ils ne voulaient pas, ils disaient que c'est une langue qui est venue des Awaganda. Les gens qui sont venus de l'Ouganda. Non, les enseignants ne sont pas aussi faciles que ça. Non, c'est la lutte continue. Mais je vous encourage, ne désespérez pas, parce que la jeunesse qui a été pourrie, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu pendant de 59 à 94. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qu'ils enseignaient, le livre scolaire, non. C'est des livres pourris. Maintenant, petit à petit, il y a des bons livres qui sont enseignés à la jeunesse. Parce que la jeunesse est vierge, si on peut dire comme ça. Il ne retient que ce que vous voulez lui enseigner. Voilà. Si nous lui donnons quelque chose de bon, si nous formons les enseignants, les éducateurs, les parents et tout ça, je crois qu'on va réussir. Ce n'est pas aussi facile que ça, croyez-moi. Mais il faut nous engager pour ça. Merci, je vous remercie. Et je remercie M. le ministre pour son travail. C'est excellent. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Sur ces mots, je crois que nous allons petit à petit, à la fin de notre rencontre littéraire de ce soir, Papa Moyesela, dont on doit beaucoup de choses. Voilà. Avant de clôturer, j'aimerais quand même rendre hommage à des gens dont on doit notamment ces livres, les 4 mousquetaires, comme ils s'appellent entre eux, Jean-Luc Galabert, que je vous demande d'applaudir. Ce sont les fondateurs de la maison d'édition Izuwa. Ça fait quelque temps que dans le cadre des 30e commémorations du génocide contre les Tutsis, on est sur une série de livres qui ont été publiés par la maison d'édition Izuwa, fondée entre autres par Jean-Luc et Vénuste Kaimae aussi, et Bruno Gouteux, que je demande aussi de venir ici devant, et Yannick Miara. Yannick Miara, tous les 4 sont fondateurs de la maison d'édition Izuwa, maison d'édition qui a été notamment au tout début éditrice de la série La Nuit rwandaise. Voilà, un petit mot Jean-Luc. Donc merci d'être venu. On avait vraiment envie de rendre hommage au livre, au pluriel de Vénus. Donc on est content que vous l'ayez honoré. Nous sommes contents de votre présence, Madame la Ministre. Et on voulait remercier aussi donc la librairie, enfin la Kigali Public Library, d'avoir accueilli tous ces événements. On voudrait remercier aussi l'équipe des jeunes de Kwibuka qui sont à l'assistance technique, qui nous ont permis d'avoir de jouir du buffet. Donc vraiment merci. Il nous reste un événement dans ce cadre de Kwibuka qui aura lieu au mois de juillet. Donc on espère vous voir. C'est aussi, là ça sera un livre de témoignages, mais formidablement écrit, d'un auteur qui est rwandais, rescapé, qui vit au Canada, et qui nous fait l'honneur de profiter de nous offrir un peu de sa présence pendant qu'il sera ici. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Donc, c'est pas en juillet, c'est en août. Et c'est autour du 20 août. La date n'est pas encore fixée définitivement. Et juste pour finir, donc on est une maison d'édition qui essaye de rendre honneur aux auteurs, aux écrivains du Rwanda.
qui a une collection de récits, de témoignages, mais qui accueille aussi la fiction, qui accueille aussi des essais. Et donc, voilà. Donc, on est prêt aussi à collaborer, on est partant pour toute demande de faire des choses auprès des jeunes, puisqu'on a à la fois des auteurs, et puis nous, à l'intérieur de cette maison, qui pouvons peut-être apporter quelque chose. Donc, on est disponible pour cela. Donc, encore merci, surtout à vous, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, merci. Merci à tous. J'avais vu Hélène Dumas, la présence d'Hélène Dumas, elle n'est pas banale parmi nous. Merci beaucoup, une excellente autrice historienne sur le Rwanda. D'ailleurs, je crois qu'il y a un événement ce samedi au Mondi Center pour la présentation d'un livre ou de plusieurs livres. Ça va se passer, ça sera toujours en compagnie de Gaël Faye, entre autres. Merci à tous et merci à moi.